Salut, on va parler de Mohamed Amra, les révélations de BFM. On va mettre une vidéo. Hop, Mohamed Amra, nous allons parler maintenant, le fugitif, l'ennemi public. Et dans la deuxième partie de BFM Story, c'est de Mohamed Amra, nous allons parler maintenant, le fugitif, l'ennemi public numéro 1, celui qui a été libéré par un commando sanglant la semaine dernière dans l'heure. La police le recherche toujours et surtout, aujourd'hui, grâce aux informations de BFM TV, on apprend un certain nombre de choses importantes sur ses conditions de détention, ou plutôt ce qu'il faisait alors qu'il était encore en détention. Dominique Rizet, sur lui, comme on présentait comme un délinquant, certes multirécidiviste, mais pas forcément un gros bonnet. Au contraire, c'est vraiment un chef de clan, un chef de gang qui continue de mener son business depuis la prison et la maison d'arrêt de la Santé. Absolument, pour lui, la prison, c'était un 5 étoiles. Il avait ses téléphones portables, plusieurs, qui lui ont été saisis régulièrement. 9 saisis entre janvier et mai 2023 dans sa prison de la Santé, dans la cellule de sa prison de la Santé. Et puis, il se faisait donc livrer. Alors, très vraisemblablement par des jeteurs, donc des personnes qui lancent des choses au-dessus du mur de la prison. Tout un tas de choses, cartes SIM, de la drogue, des cartes bancaires prépayées, des recharges de crédit mobile. Des repas aussi. Des repas aussi, oui, des repas. Et donc il avait sa vie à lui dans la prison. Avec, il avait sa chicha, c'est ça, pour fumer, comment on appelle ça, une chicha, ouais. Pour égayer ses soirées d'été. Pour égayer ses soirées d'été. Il organisait des enlèvements et des séquestrations. Alors oui, il continuait son business à l'intérieur de la prison. On rappelle quand même que, vous l'avez dit, un délinquant de moyenne intensité, on nous le présente comme ça. Il a 13 condamnations, mais pour des faits de vol, violence, infraction au code de la route. Mais à côté de ça, il est mis en examen et placé en détention le 26 septembre 2022 dans une affaire de meurtre en bande organisée parce qu'il est soupçonné d'être impliqué, de près ou de loin, en tout cas il est dans le dossier, de l'enlèvement et l'exécution d'un homme de 32 ans qui est parti faire un deal de drogue depuis Évreux-Rouen, donc c'est le secteur de Mohamed Amra, vers Marseille, et qu'on a retrouvé une balle dans la tête, carbonisée à l'intérieur d'une voiture. On appelle ça un barbecue, tous ceux qui nous écoutent régulièrement le savent. Donc il est impliqué, il est soupçonné par la justice d'être impliqué dans cette affaire. Il cherchait à acheter des armes de guerre. Il cherchait à acheter des armes de guerre, donc il parle à un mystérieux fournisseur avec lequel il est en train de négocier depuis sa prison sur son téléphone portable, écouté dans le cadre du dossier dont je viens de vous parler, mise en examen. C'est pour ça qu'on a toutes ces infos, c'est parce que les renseignements pénitentiaires l'avaient mis sur écoute. Oui, le juge qui instruit ce dossier de meurtre en bande organisée, donc la mort de ce garçon de 32 ans dont je vous ai parlé, fait placer en détention, fait écrouer donc Mohamed Amra via le juge des libertés et demande à ce qu'il soit écouté. Et l'administration pénitentiaire, donc le service de renseignement pénitentiaire, va mettre des écoutes dans la cellule, va faire sonoriser la cellule, voilà, on va parler correctement, et puis bien les informations vont remonter au juge d'instruction. Donc il fait son business, et c'est comme ça qu'il est écouté, et qu'il parle avec un homme, on est en novembre 2022, il négocie l'achat pour 6 000 € pièce, l'achat de fusils mitrailleurs, et il dit, je voudrais des fusils tirant en mode rafale, et il veut des AR. Les AR, ce sont des armes similaires, des AR-15, à l'une de celles qu'on voit sur la libération, l'arrachage donc de Mohamed Amra au péage d'Incarville, qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires, au cours duquel 3 autres ont été blessés. Parmi les autres révélations assez édifiantes, on apprend que c'est sa sœur qui l'a aidé à avoir sa petite amie lors de parloirs à la santé, en la laissant se faire passer pour elle, simplement avec sa carte d'identité. Alors, ça quand même, ça interroge sur le rôle des surveillants de prison. Johan Carrard, bonsoir. bonsoir. Comment ça se fait qu'on arrive comme ça à passer autant de portables, des repas, une chicha, la sœur, enfin la petite amie qui se fait passer pour la sœur? Alors, il y a plusieurs raisons. Enfin voilà, on les a rappelées, notamment dans le cadre de cette affaire où, selon les informations, le détenu Amra se faisait livrer des téléphones portables, etc., par-dessus les murs. Enfin, c'est vraiment le gros problème, notamment sur la santé.
quand on est sur un établissement pénitentiaire qui est vraiment en centre-ville, où quelqu'un d'extérieur peut projeter par-dessus les murs. Et à l'intérieur de la prison, on peut pas intercepter ce qui est projeté? Ah, vous savez, quand on parle de projection, sur certains établissements, c'est plusieurs centaines d'objets projetés par jour. Donc c'est vraiment énorme, c'est très très rapide. Vous savez, quand un objet, oui, mais même des filets, vous savez, ils adaptent leur colis le plus petit possible. Donc pour y mettre voilà des cartes SIM, des tout petits téléphones qui font la taille d'une clé de voiture par exemple, c'est projeté et ramassé immédiatement dans la cour de promenade. Donc c'est à dire qu'en quelques secondes, le colis n'est même plus là, il est déjà parti. Est-ce qu'il y a des surveillants qui ferment les yeux? Non, pas là-dessus, pour la simple et bonne raison, justement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le détenu Amra a eu plusieurs téléphones saisis, 9 téléphones en très peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a quand même des fouilles qui sont effectuées, des saisies qui sont opérées, mais vous savez, on saisit des dizaines de milliers de téléphones par an dans les établissements pénitentiaires. En fait, vous ramassez un téléphone, il y en a 10 qui rentrent, quoi qu'il arrive. 53 000 l'an dernier. Tout à fait. Donc voilà, on voit comme quoi ce sujet est quand même assez important au niveau de la sécurité et c'est quand même un fléau dans nos établissements pénitentiaires. Et le brouilleur de la prison de la Santé, il fonctionne pas? Alors, les brouilleurs fonctionnent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les établissements pénitentiaires ne sont pas équipés de brouilleurs. Ça, c'est déjà la première des choses. C'est un équipement qui coûte excessivement cher et qui plus est un équipement qui doit tout le temps être mis à jour parce que, voilà, il y a des nouvelles technologies. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre par exemple le cas de la santé aussi, qui est un cas assez atypique là-dessus. C'est comme c'est un établissement qui se trouve en centre-ville. Dès l'instant où vous activez le brouilleur, certes, il est opérant dans l'établissement, mais il est aussi opérant pour le voisinage. Donc vous comprenez qu'en fait, il y a quand même toute une difficulté technique. Et par-delà, nous, ce qu'on le dit, c'est que certes, on a le renfort technique qui existe, mais c'est surtout le renfort humain qu'il faut, à tout prix renforcer. Pierre Botton nous expliquait, parce que Pierre Botton a fait plusieurs séjours en prison, notamment à la santé, il nous expliquait en fait il y avait surtout des pressions exercées sur les surveillants. On les menace de brûler leur voiture, parfois même de s'en prendre à leurs proches. Et donc, forcément, le surveillant, parfois, il laisse passer les choses parce que il a peur pour sa peau, quoi. Les détenus, ils n'ont pas besoin des surveillants. Je dis, ça rentre. Enfin, une chicha, pardon. Mais une chicha, ça rentre pas, on jette pas une chicha par-dessus le mur. Petit à petit, vous savez, vous pouvez rentrer des gros objets. On parle d'armes aussi. Par exemple, on peut retrouver des armes en détention. Comment elles sont rentrées? Vous allez me dire, on rentre pas une arme comme ça, par projection. Une arme, on la rentre petit à petit, par petits bouts, qu'on rassemble après à l'intérieur. Une chicha, pareil. Et une chicha, c'est pareil. En fait, tout peut rentrer en détention du moment que c'est fait de façon ingénieuse et les détenus ont le temps de le faire. Ce sont vos collègues du renseignement pénitentiaire qui l'avaient mis sur écoute. Il y avait donc toutes ces infos. Donc il y avait toutes ces informations. Et du coup, on peut s'étonner ensuite sur la manière dont a eu lieu le transport, qui était un transport, puisqu'il n'était pas en détenu en DSP 4, en DPS, il était en DPS 3. Donc on est quand même en droit de s'interroger sur la manière dont on l'a évalué. Je pense que c'est très très étonnant, effectivement. Donc normalement, les infos sont pas remontées, peut-être, ou alors est-ce que c'est finalement beaucoup de confiance de la part de l'administration pénitentiaire finalement avec les effectifs qu'ils ont. Moi j'ai travaillé sur les DPS dans la police nationale avec la COTEP, c'est une compagnie d'escorte et de protection. On fait vraiment des DPS très très connus qui ont une possibilité de s'évader. Mais pendant longtemps notre service a été, si vous voulez, on était un petit peu les taxis. On nous faisait faire un petit peu n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu la même chose pour l'administration pénitentiaire. Et il a fallu qu'on se batte, nous, les syndicats, pour qu'on fasse vraiment une unité qui soit, si vous voulez, un groupe spécialisé. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle ne fait que ça, elle ne fait que les transferts. Donc il faudra revoir effectivement ces différents types d'escorts. Est-ce qu'on n'a pas envoyé à la mort 2 agents pénitentiaires avec un type qui était beaucoup plus dangereux que ce qu'on a pu nous raconter, qui était capable de commanditer quand même un enlèvement depuis sa cellule, et finalement on le transfère dans une fourgonnette qui n'est pas tellement sécurisée. Alors, à un moment donné, ça s'interroge. On a quelques informations, mais visiblement elles diffèrent de celles que vous annoncez. Voilà. Quand on parle de renseignements, de cellules qui a été équipée, nous, ce qu'on a comme information, c'est surtout des téléphones qui ont été écoutés. D'accord. Et ça, malheureusement, c'est pas par le renseignement pénitentiaire. C'est fait par les services enquêteurs sous demande du magistrat. Ce qui est sûr, c'est que le point central dans toute cette affaire, c'est le magistrat instructeur qui est censé être au courant de toute l'affaire
de toutes les écoutes, les décisions, les le auditions. magistrat, il n'informe pas la pénitentiaire en disant attendez, Et là, toute la finalement, cet homme-là est sans doute beaucoup plus dangereux, donc dans les transferts, voilà, il faut prendre des précautions. Et voilà toute la problématique. Au niveau de l'administration pénitentiaire, ce qu'il faut savoir, c'est que ce détenu était escorte 2, donc avec une surveillance, certes, mais pas une surveillance énorme. Non. Donc malheureusement, nous, si on avait été alertés justement de cette dangerosité, de ce profil, d'ailleurs, on l'a découvert en même temps que la presse, sur le type de profil qui pouvait être, et un profil du moins très dangereux. Notre niveau d'escorte aurait été adapté. Notre façon de sécuriser l'escorte aurait été certainement améliorée. Donc l'info n'est pas redescendue. Mais par peur de Jusqu'à fuite, vous. peut-être aussi. Vous savez, les magistrats, ils cloisonnent tout aussi pour éviter qu'il y ait des fuites sur les enquêtes. Alors, effectivement, ça pose aussi le problème de la confiance qu'ont les magistrats finalement sur l'administration pénitentiaire elle-même, puisqu'elle n'a pas donné cette information qui est quand même aurait pu effectivement, parce que l'administration pénitentiaire, il y a une équipe spécialisée, ce sont les ERIS, c'est un groupe d'assaut, on va dire, qui est armé lourdement, qui eux aussi font ces transferts à haut risque, et effectivement ça aurait permis certainement de se passer différemment, parce que ce sont des groupes qui sont en pré-riposte, si vous voulez. On a des armes adaptées, des G36 en général, prêts à l'emploi tout de suite, et je peux vous dire quand on passe les péages, on fait tout de suite une bulle de protection si on doit descendre, parce que le but d'un convoi c'est de ne jamais s'arrêter. Donc dès qu'on s'arrête, on fait une bulle de protection, et on couvre les arrières et les avants, parce qu'on a en général 2 véhicules, un à l'arrière et un de tête, qui permet effectivement justement de parer au pire. Et ça aurait été, logique si les collègues de l'administration pénitentiaire savaient le pédigré de cette personne, de le classer en DPS, mais ça coûte de l'argent, encore une fois. On fait des économies. Toujours. Parce que finalement, on avait un narcotrafiquant d'envergure, alors qu'au début, on l'a présenté comme une petite frappe. Voilà, comme un voleur de supermarché, finalement. Alors, justement, on est avec l'ancien directeur des prisons de Fresnes et Fleury-Mérogis, Joachim Pueyo, qui est aujourd'hui maire socialiste d'Alençon. Bonsoir. On a l'impression que finalement, on ressemble de plus en plus au Mexique. Non, mais j'espère qu'on va pas arriver comme au Mexique ou comme dans certains pays d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai que les sujets qui ont été abordés, c'est des sujets quand même très graves, mais c'est pas la première fois qu'on révèle qu'effectivement, il y a un manque de sécurité dans les prisons françaises, et notamment dans les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées. Et on le voit, des portables qui rentrent sans qu'on puisse effectivement les empêcher. Il y a plusieurs méthodes pour faire entrer les portables. Il y a effectivement les projections, qu'on vient de dire, mais les portables, quelquefois, sont pas détectables au niveau des portiques. Et donc ça peut rentrer également par les fouilles alors. Pourquoi il n'y a pas des fouilles systématiques? Oui. Mais attendez, il y a des fouilles, les fouilles des cellules, elles sont pas systématiquement d'une manière quotidienne. Il y a effectivement des fouilles régulières, mais c'est pas systématiquement chaque jour. En plus, quand vous voyez la façon dont on autorise les détenus à faire rentrer des vêtements et beaucoup d'objets, croyez-moi, quand vous avez un détenu dans une cellule, là c'est difficile de tout fouiller, ou alors il faut faire des fouilles générales, ce qui effectivement demande une logistique considérable. Mais quand vous avez 2 à 3 détenus, alors je ne sais pas si Mohamed Amra était seul ou à plusieurs dans une cellule, ça je le sais pas, mais quand vous avez 3 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés, avec des affaires, croyez-moi, pour vraiment fouiller en détail, il faut beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de personnel. Donc là, c'est un premier sujet. Deuxièmement, la sécurité au niveau de l'établissement. Il y a eu plusieurs dispositions qui ont été prises. On avait dit à un moment donné, il fallait mettre des brouilleurs partout. Bon, tous les établissements ne sont pas dotés. Effectivement, il y a des conséquences au niveau de l'environnement. On avait également indiqué que il fallait mettre dans les établissements des portiques ou des scanners corporels millimétriques, comme dans les aéroports, où là, effectivement, on peut tout voir. Donc, actuellement, les portiques métalliques ne détectent pas ni les matières organiques, comme la drogue, par exemple, qui rentrent également en prison par projection, par les parloirs, et quelquefois, malheureusement, par les complicités également. Mais les parloirs, les fouilles de ceux qui viennent voir les détenus, alors elles sont pas suffisamment efficaces? Elles sont pas systématiques, visiblement. Elles sont pas systématiques, mais on fouille pas les personnes qui viennent de l'extérieur. On les fait passer sous un portique,
Et bien sûr, sous un portique. C'est problématique, ça pose un problème, ça. Et voilà, c'est pour ça que je pense que lorsque, quand j'étais parlementaire, l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, avait indiqué qu'il allait renforcer le nombre de portiques ou les scanners millimétriques, c'était surtout pour les détenus. Mais je pense qu'il faut faire comme dans les aéroports. Là, ça demande des moyens supplémentaires et beaucoup de temps parce que c'est des centaines de visiteurs qui viennent par jour. Vous savez qu'un détenu... Pardon, M. Payot, on a l'impression que c'est plus difficile de monter à bord d'un avion quand on part en vacances que de rentrer dans une prison. Et on a l'impression qu'on rentre dans une zone de non-droit où ceux qui ont les moyens, comme ce Mohamed Amra, parce que j'imagine que tous les détenus se comportent pas ainsi, il faut avoir des moyens, et plus on a d'argent finalement, plus on a une vie assez confortable avec chicha, on a vu des piscines, le cannabis qui entre. Enfin, j'imagine que les citoyens français qui nous écoutent tombent de leur chaise. Ce n'est pas acceptable, bien évidemment. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut vraiment regarder d'une manière très précise les problèmes de sécurité qui se posent actuellement dans les services pénitentiaires et notamment dans les maisons d'arrêt où il y a une surpopulation carcérale qui empêche vraiment le surveillant de travailler dans des bonnes conditions. Ça, c'est un sujet. Quand j'étais parlementaire, j'avais proposé immédiatement de mettre 10 000 places supplémentaires. Il faut un plan Marshall. Oui, mais c'est jamais tenu, les promesses. Les promesses de places de prison, à chaque fois, les candidats font des promesses qui ne sont jamais tenues. On voit très bien les conséquences et ça remet en question, en réalité, le sens de la peine de prison. Quel sens on donne à la peine lorsque des détenus continuent à faire des trafics à l'intérieur, quand des détenus continuent à consommer des produits toxiques, quand des détenus continuent à mettre en place des violences à l'égard des détenus les plus faibles, sans compter les violences. Quand on incarcère quelqu'un, c'est pour protéger la société. Là, visiblement, il y a quand même un raté, quoi. Et pour préparer une réinsertion, mais visiblement Mohamed Amra, sa réinsertion, c'était de continuer encore plus fort dans le trafic de drogue. Non, mais après, ce qui est sûr... Attendez, M. Payot, attendez. Allez-y, monsieur. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a un gros problème législatif. Enfin, quand même, faut-il rappeler que depuis la loi européenne de 2009, les personnels de surveillance n'ont plus le droit de fouiller de façon systématique les détenus qui ont été en contact avec quelqu'un de l'extérieur. Au même titre qu'il nous est interdit également de fouiller les personnes qui viennent rendre visite aux détenus. Donc, vous voyez, il y a quand même un décalage où, effectivement, on a une porte d'entrée qui est massive, que ce soit en termes de parloir pour faire rentrer les objets illicites et par-dessus les murs. Donc là, c'est déjà une grosse problématique. La petite amie qui, avec simplement la carte d'identité de la sœur, réussit à se retrouver au parloir. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est les éléments de l'enquête nous le diront. Est-ce que la carte d'identité était vraie? Avec un changement de photo, peut-être, on ne le sait pas. Sont-elles très ressemblantes? On ne peut pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que si il y avait un visage qui ne correspondait pas à la carte d'identité, ça se serait vu d'une façon ou d'une autre. Moi, Donc c'était sûrement une fausse carte d'identité. L'enquête le dira obligatoirement. Monsieur Payot, vous vouliez réagir? Oui, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, moi, je pense également, il y a eu beaucoup de polémiques sur les prisons. Dès que on souhaitait renforcer l'ordre, la discipline, la sécurité, il y a eu toujours des polémiques qui ont été repris. Et là, on voit le résultat. C'est-à-dire que on a libéralisé les conditions de détention dans le cadre des règles pénitentiaires européennes. C'était une bonne chose. Mais ça profite aux narcotrafiquants. Parallèlement, je voudrais terminer. Parallèlement, on n'a pas renforcé les dispositifs de sécurité. On les a renforcés quand même, mais pas d'une manière suffisante. Dans les établissements neufs, on a quand même créé des maisons centrales à effectifs réduits, où là, il y a un haut niveau de sécurité. Mais le problème, c'est les maisons d'arrêt. Surpopulation pénale, vous avez des maisons d'arrêt qui sont quand même très sécuritaires. Je pense à Fleury-Mérogis que j'ai dirigé, où on avait effectivement des bâtiments très sécuritaires pour des détenus qui avaient des profils très lourds. On a hébergé des détenus comme Ferrara et bien d'autres, bien évidemment, ou des détenus terroristes. Là, on avait quand même des dispositifs de sécurité. Mais en mettant en place ces dispositifs de sécurité, combien de fois on a été mis en cause par différentes organisations? Donc, vous voyez, la sécurité, c'est une chose importante. Et si on veut vraiment donner du sens à la peine, et notamment les services pénitentiaires, ils ont une vocation de surveiller, de prévenir la récidive et de réinsérer. On voit qu'il y a deux sujets qui posent problème actuellement. Merci, monsieur Payot. Et précisons simplement que Mohamed Amra est toujours dans la nature. Depuis le 14 mai. Depuis maintenant le 14 mai. On va mettre une nouvelle vidéo. Tac.
Ça date... on va mettre une nouvelle vidéo, mais ça date du 23 mai. Pause. Traque Mohamed Amra, c'est devenu l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché du pays. Mohamed Amra, qu'un commando a fait évader il y a 10 jours maintenant, lors d'une tuerie à un péage sur une partie de l'autoroute dans l'Eure. On se souvient que des hommes de la pénitentiaire ont été tués, d'autres grièvement blessés. Et alors aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le profil de l'homme, du détenu Mohamed Amra, dont on a dit pendant un temps que ce n'était pas un gros bonnet. Et finalement, les écoutes en détention nous montrent que c'était véritablement, Olivier, un vrai chef de gang. Oui, bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir Olivier. Grâce aux informations de BFM TV, on est capable de dire finalement quelle était la vie du fugitif derrière les barreaux. Absolument, sur les infos de Stéphane Selani, du service police-justice, qui a réussi à savoir qui était effectivement cet homme dont Alain, vous disiez à l'instant, présenté comme un délinquant d'intensité moyenne et qui était en fait un véritable gangster en devenir, parce que depuis sa cellule, il avait un véritable réseau autour de lui. Il y a un magistrat qui parle du réseau Amra, une vingtaine de personnes, en tout cas des gens suffisamment... il avait suffisamment les moyens, en tout cas, d'avoir ces gens-là qui lui ont fourni tout un tas, une multitude de téléphones portables alors qu'il était en détention à la prison de la Santé à Paris. 9 portables en 5 mois. 9 portables en 5 mois. 9 portables qui ont été saisis dans sa cellule entre janvier et mai 2023. Ça fait quand même beaucoup, un portable, 2 portables neufs, en l'espace de 4 mois. Portable qui lui était vraisemblablement lancé par-dessus les murs de la prison de la Santé par des gens dont la profession est des jeteurs, voilà. Il lui lançait des portables, il lui lançait de la drogue, il lui lançait des cartes SIM, des cartes bancaires prépayées, des recharges de crédit de téléphone mobile. On sait qu'une carte SIM lui avait été passée par sa sœur, qui a reconnu les faits, qui était entendue, et qui donnait aussi sa carte d'identité à la petite amie d'Amra. C'est-à-dire que la petite amie d'Amra se faisait passer pour la sœur d'Amra, qui avait un permis de visite pour son frère, et donc elle venait le voir au parloir, en se faisant passer pour la sœur. En se faisant passer pour la sœur, avec la carte d'identité de la sœur, qui, laquelle sœur, je vous rappelle, donc avait remis une carte SIM à Amra. Oui, ça voilà. Et on arrive à passer facilement, comme ça, au parloir, avec une autre pièce d'identité. C'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile, ça s'est déjà vu. Je vous rappelle une histoire de jumeaux. Il y a un des jumeaux qui était entré en prison pour voir son frère, et en fait, ils avaient permuté. Celui qui était dans la prison était ressorti. Et donc après la question c'était est-ce qu'on a le droit de garder celui qui est à l'intérieur auquel on n'a rien à reprocher sinon de s'être fait passer pour son frère. C'est pas le plus dur. Et donc voilà. Il disposait d'une chicha pour égayer, nous dit-on, ses soirées d'été. Évidemment. Il se faisait livrer régulièrement des repas. On peut pas vivre sans chicha en prison. Il pouvait même se faire livrer tous les jours des repas de l'extérieur. Voilà, il se faisait livrer des repas de l'extérieur qui lui étaient lancés là encore. Non mais le plus grave c'est qu'il avait même mené une opération commando quasiment en direct, en visioconférence, quoi. Absolument. Il envoie une équipe pour régler des comptes chez un type, et il demande à l'équipe qui est sur place, mettez-vous en visio, et depuis la cellule, il leur dit oui, là, le beurre, là, vous l'emmenez, celui-là, vous l'embarquez. Ouais. Et attention, prenez pas cette route, changez d'itinéraire. Prenez pas cette route, changez d'itinéraire. Et là, il y a un barrage de gendarmerie. Et puis, ce que découvre Stéphane Selani, eh bien, c'est cette intention qu'avait Amra de se procurer des armes. On est au mois de novembre 2022. Vous savez qu'on le surnomme la mouche. Eh bien, il cherche à se procurer des armes de guerre auprès d'un mystérieux fournisseur avec lequel il négocie l'achat, 6 000 € le bout, de fusils mitrailleurs. Il lui dit, je veux des fusils qui tirent en rafale. Il veut des AR. Les AR, ce sont les AR-15, cette fameuse arme qu'on voit sur une image au moment de l'arrachage de Mohamed Amra le 14 mai au péage d'Incarville. On voit l'image d'un homme qui est filmé par une personne qui est dans un bus, et on voit cet homme qui lève son arme. C'est un AR-15
un modèle particulier, la R15 Mini, le M4, donc qui a une crosse très courte. Bah oui, c'est plus facile de se balader dans une voiture. Il aurait commandé depuis sa cellule les armes qui ont servi à son évasion. Ça, on ne le sait pas, Olivier, peut-être. En tout cas, il a essayé de se fournir des armes, voilà. Et ces armes, ce sont les mêmes, en tout cas, que l'une de celles qui est vue sur l'arrachage. Ce que je comprends bien, c'est qu'on obtient ces infos parce qu'il était sur écoute. C'est-à-dire que les policiers l'écoutaient. Mais il y a tellement à dire, oui, que j'aurais dû commencer par là. Mais pardon, parce que s'ils l'écoutaient, ils n'ont pas entendu préparer son évasion. Si, alors j'explique comment ça se passe. Entre 2022, alors il est connu, il est condamné 13 fois pour des vols violences, des larcins, des choses pas très graves. C'est pour ça qu'on dit délinquant d'intensité moyenne. Quand je dis en devenir, entre 2022 et 2023, il vit dans une cellule sonorisée par le renseignement pénitentiaire parce que il a été mis en examen et placé en détention le 26 septembre 2022, soupçonné dans une affaire d'enlèvement et de meurtre d'un homme qui s'appelle Yugur T, qui a 32 ans, qui a été retrouvé le 17 juin 2022, carbonisé dans une voiture à Marseille. C'est un type qui descendait de la région de Rouen-Évreux pour faire un business de drogue à Marseille. En fait, il est tombé dans un guet-apens, il a été tué, une balle dans la tête, brûlé dans un kangou qui a été retrouvé à Rove, c'est dans les Bouches du Rhône. Et on soupçonne donc Amra d'en savoir plus, qui veut bien le dire, sur cette affaire. Il est mis en examen dans ce dossier d'enlèvement et de meurtre, et il est mis en examen pour meurtre en bande organisée. Donc on le place en détention, et c'est là que sa cellule va être sonorisée. Entre 2022 et 2023, on place des micros, quoi. On place des micros dans la cellule, voilà. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est entendu dans la cellule, enregistré, et c'est le renseignement pénitentiaire qui va sonoriser ces cellules. Bon, pensez bien que dans une prison comme la prison de la Santé ou les Baumettes, on laisse pas des policiers entrer avec leur caisse à outils. Donc c'est le renseignement pénitentiaire qui fait ça à un moment où les gars descendent en promenade. Voilà, on vide une coursive. Et là, on sonorise la cellule. Donc oui, ça a été entendu, mais le renseignement pénitentiaire, son boulot, c'est simplement de décrypter les écoutes et de les remettre au juge d'instruction. Donc, combien de temps ça prend? Est-ce que le juge savait? On imagine que oui, mais enfin bon... Est-ce qu'il sait au moment où il y a le transfert de Mohamed Amra il y a 10 jours? Est-ce qu'on sait à qui on a affaire? En tout cas, l'un des personnes le savait. Il était écouté, ses écoutes étaient décryptées, retranscrites sur le papier, et elles étaient bien quelque part, et quelqu'un savait, puisque les journalistes se les sont procurés. Pierre Botton est avec nous. Bonsoir, ancien détenu à la prison de Fresnes, mais aussi à la prison de la Santé à Paris, où a été détenu Mohamed Amra. Vous êtes surpris, Pierre, par la façon dont on décrit la vie du fugitif en prison? Alors, d'abord, Dominique connaît parfaitement tout cela. Je suis plutôt surpris par vos questions. C'est-à-dire, lorsque vous dites, mais je vous vois surpris de tout cela. En fait, la prison, c'est ça. Je me permets de vous rappeler qu'il y a, je pense qu'il y a 1 an, les Français ont découvert qu'il y avait une piscine qui était rentrée en prison. Donc, tout rentre en prison. La drogue rentre en prison. Et comme je le dis très très souvent, maintenant, l'argent donne des moyens tellement considérables aux détenus que, voilà... il y a des complicités, il y a de la corruption, on paye des services en prison? On paye tout. En prison, on paye tout. Vous savez, c'est marrant parce que vous savez combien de téléphones ont été sortis l'année dernière de prison? Il y a 77 450 détenus actuellement. Combien de téléphones ont été sortis? 53 000. Exact. Donc voilà. Mais c'est-à-dire qu'on paye des gardiens de prison? Les gardiens sont complices alors? Ou certains gardiens? Oui, alors moi, vous savez que c'est une profession que je défends beaucoup parce qu'il y en a un qui m'a sauvé la vie. Mais je voudrais juste poser la question. J'ai vu des scènes et je vais vous les raconter. J'ai vu une scène. On doit être quand on circule à la Santé. Donc moi, j'étais à la Santé il y a encore 2 ans. On doit circuler avec une carte. Il y avait un détenu qui n'avait pas sa carte. Et le surveillant lui dit, tu vas aller chercher votre carte. Non. Elle est où? Dans ma cellule. Allez la chercher dans la cellule? Non. Et ça dure comme ça pendant 2 minutes. C'est long 2 minutes. Pour que ça se termine par, bon maintenant tu m'ouvres ou ce soir ta bagnole elle crame. Et le pire c'est que le soir la bagnole elle crame. C'est ça. Je peux vous en raconter une autre. Je peux vous en faire pendant longtemps, mais je vais en faire une autre. Je vais au parloir avec quelqu'un.
quelqu'un, je sens qu'il va pas bien. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu vois, le surveillant qui est là, il a mal parlé à ma femme. Je lui ai dit, tu lui as dit? Il me dit, non, non, c'est pas la peine, Pierre. On le reverra plus au parloir. Et on l'a plus jamais revu au parloir. C'est ça, la prison. Et moi, ce qui me fait peur, si vous voulez... Attends, ça veut dire que les détenus ont le pouvoir, en fait. Ils ont le pouvoir de faire pression sur les gardiens et d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais excusez-moi, monsieur Truchot, mais bien sûr qu'ils ont le pouvoir. Oui, mais attendez, ça va au-delà du pouvoir, Pierre Botton, si je vous écoute bien, parce que ça veut dire qu'on arrive à influer aussi sur leur sort à l'intérieur et même à l'extérieur de la prison. Ils peuvent se retrouver menacés à l'extérieur de la prison, eux ou leur famille. Mais ils le sont tout le temps. Les menaces à l'intérieur, c'est que des mots. Ce ne sont que des mots. Ils le sont tout le temps. Et ce que je vous dis, ce qui est sidérant, c'est que c'est pas des paroles en l'air. Vous savez, de temps en temps, dans la rue, on se pousse, voilà. Là, c'est pas des paroles en l'air. Les gars, ils rigolent pas. Ils ne rigolent pas. Les gars, le soir, la voiture, elle crame. Les gars, leurs femmes sont suivies. Ils savent où elles habitent. Non, il faut pas s'étonner que l'administration pénitentiaire n'arrive pas à recruter. Donc en fait, Mohamed Amra, à coût de milliers d'euros, il s'est acheté sa tranquillité en prison, sans doute avec des gardiens et sa protection, et il menait son petit business. Tout ça, ça se paye. Il l'a payé, il l'a monnayé. Mais aujourd'hui, lui, il est mis en lumière. Moi, je le connais pas. Pourtant, visiblement, il était dans la prison au moment où j'y étais. Mais je le connais pas. Mais des gens comme ça, il y en a, je vais vous dire, 50 à la santé, il y en a 50. 50 qui, la santé, c'est plusieurs bâtiments avec des étages, et généralement, il y en a un par étage. Un par étage qui, j'aime pas le terme fait la loi, mais se fait respecter en tout cas, qui a ses relais. Il a ses relais à l'intérieur de la prison. Je vous assure des anecdotes, j'en ai 100 000. Vous savez, si j'ai écrit un livre, c'est pas parce que que la première fois j'ai écrit un livre, j'ai écrit des livres sur autre chose. Là, c'est parce que j'ai vu est hallucinant. Et la sécurité des Français se joue en prison. Il faut que les Français le sachent. C'est vraiment très très important parce que vous voyez bien que si on veut, on peut mener les enquêtes de la prison plutôt que d'envoyer les policiers au charbon sur le terrain des dandies. Vous voyez bien que si on veut, mais de la même façon, si vous voulez enlever la drogue des prisons, vous pouvez. Vous mettez des chiens renifleurs, chaque jour, vous allez la trouver, la drogue. Parce que les détenus, j'avais vu une étude qui disait qu'il y avait au moins un détenu sur 4 qui fumait du cannabis. Oui, les autres sont sans doute sous médicaments. Ouais. Restez avec nous, Maître Maclouf. Finalement, on a un homme qui gérait ces petites affaires depuis sa cellule. Donc, c'est un système mafieux. C'est-à-dire que la prison ne change rien. Ça peut même peut-être faire grandir certains. Et ce Mohamed Amra a continué son business, a peut-être même grandi son business à l'intérieur de sa cellule. D'abord, je voudrais dire que le principe, c'est qu'on n'entre pas n'importe comment et n'importe qui ne peut pas pénétrer dans une prison. Je voudrais juste rappeler qu'à Toulouse, une consoeur a dû enlever son soutien-gorge pour pénétrer. Lorsque je me rends le Conseil de l'ordre a été saisi de l'affaire parce que c'était discriminatoire. Et lorsque je m'y rends moi-même dans des prisons, d'abord on est obligé de prouver notre identité, de passer nos objets, nos cartables, nos feuilles, tout par scanner. Donc ce que je veux dire, ce que disait monsieur, oui c'est vrai, mais le principe demeure, et fort heureusement, le contrôle de toute personne. Comment on fait rentrer une chicha en prison? Oui, c'est possible. Alors, j'imagine. Si, on met nos affaires. Non, mais pardon, il n'y a pas fouillé, il n'y a pas de fouille au corps des avocats. Oula, encore heureux, mais sauf qu'ils passent des téléphones et de la drogue. Oui, alors ce que je veux dire, en revanche, je voudrais faire, si vous permettez, le parallèle avec la radicalisation en prison. Vous savez que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que ces personnes reçoivent aussi des téléphones, reçoivent et communiquent avec l'étranger de la prison, et on est les derniers, les services pénitentiaires sont les derniers à savoir. Je peux même aller au-delà et vous dire les services en charge de la radicalisation, de l'évaluation de la radicalisation. Nous avons des rapports où on nous dit cette personne n'est pas en mesure de passer à un acte terroriste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est la dangerosité même de ces
personnes en prison n'est pas établi. Et c'est ça ce qui est grave. Et si cette personne, comme vous le dites, a pu faire entrer des chichas, 9 téléphones, c'est la responsabilité des services pénitentiaires. Oui, mais il y a un problème, parce que finalement, la prison est une zone de non-droit, Tugdual Denis. Écoutez, moi je crois qu'on découvre depuis l'assassinat du péage d'Incarville la faiblesse absolue de l'État. Déjà, au moment de cette tuerie, c'est pas juste, malheureusement, des agents pénitentiaires qu'on a assassinés, c'est la respectabilité même de l'État. Je compare ce qui s'est passé au péage d'Incarville pour l'administration pénitentiaire à ce qui s'est passé avec Samuel Paty pour l'éducation nationale. C'est-à-dire l'impression que tout d'un coup, une institution en elle-même s'écroule sur ses propres fondations. Et à ce qui s'est passé pour l'assassinat du préfet Erignac. Exactement. Ensuite, quand on rentre dans le détail, effectivement, l'État aujourd'hui n'a plus les moyens de tenir les prisons et est obligé d'acheter la paix sociale. C'est-à-dire que quand vous avez un surveillant pour 70 détenus sur une coursive, eh ben c'est pas possible pour cette personne effectivement de tenir les détenus. Et les surveillants voient qu'il y a des téléphones portables dans les cellules, voient qu'il y a du cannabis. Alors même les détenus souvent fument du cannabis devant eux. En général, ils téléphonent pas devant eux quand même. Mais par exemple, ils veulent rentrer dans une cellule, le détenu s'est endormi. On dit qu'on on laisse passer le cannabis et les portables pour acheter la paix sociale. Bien sûr. C'est l'argument qui est souvent avancé. La paix sociale. Hein. Mais en fait, là, on laisse surtout un homme. C'est un trafiquant qui continue de bosser. On laisse un bandit continuer à faire ses petites affaires. On n'a pas les moyens de surveiller ces gens-là. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que par ailleurs, on continue à se tirer des balles dans notre propre pied. Par exemple, les fouilles inopinées sont quasiment impossibles aujourd'hui. Attendez, Tugdual avait dit qu'on n'a pas les moyens. Oui. Là, c'est le renseignement pénitentiaire, c'est ce qu'il est en train de faire, puisqu'il est sous surveillance. Les renseignements ne sont pas analysés, ne sont pas traités, ne sont pas adressés aux services compétents. Quelques jours avant le rapt de Mohamed Amra au péage d'Incarville, il avait scié ses barreaux. Il avait tenté de scier ses barreaux. Et ben, vous pensez que c'est normal qu'un détenu qui tente de s'évader et de scier ses barreaux soit ensuite transféré sur plusieurs kilomètres dans des fourgonnettes dans lesquelles habituellement on livre le courrier, pas dans des voitures blindées? Vous voyez la pauvreté entre guillemets du dispositif. Ce que dit Tugdual est important parce qu'à partir du moment où il sciait ses barreaux, et c'est Didier Duchiron, qui est un ancien commandant pénitentiaire qu'on a reçu dans l'affaire suivante dimanche et qui nous le disait, à partir du moment où il scie ses barreaux, où il tente de scier ses barreaux, il doit automatiquement être placé sous le statut de DPS, détenu particulièrement signalé. Avec une autre escorte. Exactement. Et s'il l'avait été, eh bien, il n'aurait pas été transféré vers le palais de justice au niveau 3 de sécurité, mais il aurait été transféré comme un DPS avec une autre sécurité. Donc, et ça aurait peut-être donné à réfléchir à ceux qui voulaient l'arracher ce 14 mai. Est-ce qu'on peut imaginer quand même le travail des agents de l'administration pénitentiaire qui donc ont quasiment pas le droit de fouiller les détenus? En tout cas, pas de fouilles inopinées, pour aller demander au directeur la permission, etc., qui peuvent pas fouiller les familles, qui peuvent pas fouiller les avocats qui viennent visiter les détenus, et qui ensuite... On s'est enlevé à Maître Mactouf sur soutien-gorge, et on découvre que certains... C'est sa collègue. Sa collègue, écoutez, moi ça me choque pas, je suis désolé, quand il y a une suspicion, on puisse fouiller un avocat. Et avant, quand il y avait 30 parloirs... Non, je suis désolée, la preuve, c'est que notre ordre a réagi, et a très bien réagi. Ça vous choque si on fouille des avocats? Ça me choque, mais encore une fois, je reviens. Avant, il y avait des fouilles systématiques des détenus après le parloir. Maintenant, c'est interdit, ces fouilles systématiques. Il faut ramener ça au renseignement. Vous savez ce qu'on va faire, parce que la discussion s'enflamme, s'emballe, et il y a de quoi, parce qu'on est tous sidérés. On va continuer d'en parler dans un instant avec Dominique Rizet, avec Tugdual Denis, avec vous, Maître Mactouf. Et Pierre Boton. On va continuer notre discussion sur la traque de Mohamed Amra et sur le profil de cet homme dont on sait maintenant qu'en privant, il disposait de plusieurs téléphones portables, qu'il gérait son trafic de drogue, qu'il organisait des enlèvements et séquestrations, qu'il a même dirigé en vidéo une action contre des concurrents. Il cherchait à acheter des armes de guerre, les mêmes qui ont servi ensuite à le libérer dans cette tuerie sanglante la semaine dernière. On ne sait pas encore si ce sont ces mêmes armes. En tous les cas, ça dit beaucoup de choses, ça nous fait poser beaucoup de questions aujourd'hui sur ce qui se passait en prison. Et peut-être sur les solutions à apporter parce qu'on a l'impression que c'est une zone de non-droit. Et Pierre Boton, je voudrais vous poser la question, vous qui avez fait 2 séjours en prison, l'un à Fresnes, l'autre à la Santé. Et si on installait des brouilleurs de portables dans les prisons? Alors ça existe, mais dans très peu d'établissements. Mais vous voyez, je m'aperçois que j'ai beaucoup de mal à faire connaître ce qu'est le monde de la prison. Les brouilleurs à la Santé, ils existent, mais les gars, ils ont des routeurs. C'est-à-dire, ces routeurs permettent de tout brouiller, de passer au-delà de tout.
vous êtes en face d'eux. Ce sont des gens qui sont... Il faut savoir que 60% des détenus récidivent. Donc, si vous voulez, le monde de la prison, c'est pas un monde qui leur est étranger. C'est un monde qu'ils connaissent parfaitement. Bien sûr, lorsque l'avocate dit qu'on a fait enlever le soutien-gorge, c'est très choquant. Moi aussi, mes filles, on leur a fait enlever le soutien-gorge. Mais croyez-moi, les femmes ou les mères de 80% des détenus, on leur fait pas enlever leur soutien-gorge. Parce que nous n'avons pas les moyens qu'ont ces gens-là pour se faire respecter. Donc la loi, elle est appliquée chez nous. Vous parlez des fouilles-accords, excusez-moi, mais je vous remonte le terrain, moi. Vous savez ce qui va se passer avec fouilles-accords parce que je l'ai connu il y a 20 ans. Quand ils se mettent tout nus, après, vous savez ce qu'ils font? Excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, mais ils défèquent sur les surveillants. Au moment de la fouille au corps. Bien sûr. Bien sûr. Ils défèquent sur les surveillants. Vous analysez la prison avec vos codes. Ce ne sont pas ces codes-là, messieurs, c'est pas ces codes-là. Ce sont des codes différents. Et moi, je veux alerter sur quelque chose. Si on ne prend pas la mesure de ça, une partie de la sécurité des Français se joue en prison. Vous savez, la prochaine chose qui va rentrer en prison, ce sont des armes. Ce sont des armes. Voilà ce qui va rentrer en prison. Ce que dit Pierre Botton... Et là, Botton... ça ne va pas être 2 surveillants. Moi, j'ai assisté à une mutinerie à Grasse, quand j'étais à Grasse. C'est horrible. C'est juste horrible. Mais c'était il y a 20 ans. Mais ce que dit Pierre Botton rappelle ce que racontaient les magistrats de Marseille, en expliquant que lorsque les narcotrafiquants se retrouvent au Baumette, ça ne change pas grand-chose dans leur parcours de délinquants, puisqu'ils continuent leurs affaires depuis les Baumettes. Les magistrats, la procureure de Marseille, le président du tribunal judiciaire, Olivier Leurent, ancien président de la cour d'assises spéciale de Paris, qui a jugé des islamistes, des Corses, voilà. Donc, magistrat auquel le ministre de la Justice a dit Camembert, c'est pas à vous de, mais pardon, ce qu'on nous décrit là, situation. Donc, vous pensez que ça n'existait qu'au Mexique? Vous pensez que ça n'existait qu'au Mexique? Ça existe chez nous. Pierre Botton, là, quand même, qui connaît malheureusement pour lui très très bien la prison, parle donc des retours de parloir au parloir. Donc, les personnes qui rentrent des téléphones, quand ça arrive pas de l'extérieur par des jeteurs, ce sont les familles. Donc, des femmes qui rentrent des téléphones dans leur partie intime, on appelle ça coffrer un téléphone. Donc le coffrage, ça marche. Elles arrivent au parloir, elles remettent le téléphone à leur ami, amoureux, mari, fils. Et donc ensuite, lui va rentrer, va faire la même chose, et va retourner en cellule. Et quand il quitte le parloir, jusqu'ici, la fouille était permise. Maintenant, elle n'est plus autorisée. Ouais. C'est-à-dire que quand des surveillants veulent fouiller quelqu'un, il faut qu'ils justifient, il faut qu'ils aient un motif, qu'ils disent « on a remarqué quelque chose ». Ils vont pas le faire parce que, encore une fois, les prisons vont s'enflammer. Eh bien, je vous raconte l'histoire, encore, du même Didier Ducheron qui est venu chez nous, ici, ancien commandant pénitentiaire à la centrale de Saint-Maur. Il avait un jour dit, cet homme-là, on va le fouiller au retour de la visite. Et l'homme s'est débattu, il a été mis à genoux par les surveillants pénitentiaires, fouillé, mis à genoux, situation dégradante. Donc, les agents pénitentiaires ont été condamnés et on lui a versé 10 000 € de dommages et intérêts. Elle est pas belle, celle-là? Mais Tugdual Denis... on avait un gouvernement qui avait dit on fera un programme prison, on s'occupera des prisons. Là, depuis ce matin, depuis ces infos sorties par BFM TV, depuis l'affaire Amra, on attend aussi que le ministère de la Justice réagisse. Là. Et si vous voulez, après le péage d'Incarville, Emmanuel Macron a tweeté immédiatement. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée. Gabriel Attal a pris la parole, mais force est de constater que pour le moment, on n'en reste qu'au coup de menton, aux effets de manche et aux effets de tribune. Et ce que je trouve très symptomatique depuis cette affaire, c'est que la grogne aujourd'hui des agents de l'administration pénitentiaire, elle porte pas sur des primes, elle portait pas sur leur salaire, alors qu'ils sont payés une misère pour faire ce qu'ils font. Mais elle porte sur une vraie réforme, justement, sur des vrais moyens pratiques de pouvoir surveiller leurs détenus, des véhicules adaptés, reprendre le pouvoir finalement des véhicules adaptés pour les transferts, des fouilles autorisées, quand bien même elles seraient inopinées, effectivement, et c'est de se rendre compte à quel point, en fait, ces agents pénitentiaires, ils sont pas soutenus par leur direction, par les politiques qui sont censés mener les politiques pénales qui pourraient les protéger, c'est absolument influent. Mais est-ce que les avocates, pardon, ne sont pas parfois un frein, justement, à la reprise en main de ces prisons et remettre une sorte d'autorité dans ces prisons?
Non, je ne pense pas que c'est le travail des avocats ou c'est la faute des avocats. Moi, je continue à penser que le nerf de la guerre, c'est toujours le renseignement. Si c'est la prison, les dirigeants de la prison avaient accès à des informations Parce que le renseignement, de la sonorisation, voilà. on aurait pris conscience de la dangerosité. Donc il fallait que le renseignement prévienne l'administration. On aurait permis la fouille. Mais on n'a pas pris les dispositions nécessaires. Parce que si on, non mais on parle de la fouille. Oui, non, mais maître, si on avait pris conscience, si vous permettez, je finis ma phrase. Si on avait pris conscience de la dangerosité de ces personnes, on n'aurait pas eu besoin d'autorisation de fouille, puisqu'on avait l'élément qui autorisait. Et on n'aurait pas transporté dans ce type de fourgon. Vous comprenez, mais on n'a pas l'information. On n'a pas les mots de la fin, Dual. Non, mais qu'il y ait eu une défaillance dans le fait que entre Sans le moment doute, où il est dans la transmission des infos, entre 2022 et 2023 et le moment où il y a eu la tuerie du péage d'Incarville, effectivement, il y a eu un problème de renseignement. Mais en revanche, en fait, on savait qu'il avait scié ses barreaux quelques jours avant, et on sait tous les jours que dans les prisons, il y a du téléphone portable, il y a des gens qui donnent des ordres d'extorsion, etc. Donc on n'a pas de problème de renseignement, on a un problème de moyens pour appliquer l'autorité de l'État dans les prisons. Et on va mettre le reportage du fil rouge. Tac, je reviens. Émission. C'est où? Je crois que c'est ça, mon grand. Non, je trouve pas, mais bon, bref. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Partagez la vidéo. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à plus tard.